Bonjour à tous, bienvenue sur Bou Media pour cette première émission de Parlons Ballon. Pour cette première, j'ai voulu un invité exceptionnel, un homme exceptionnel. Il a été président de l'Olympique de Marseille, il a laissé que des bons souvenirs aux supporters de l'OM. J'accueille Pape Diouf. Alors, tu as regardé le match hier? Oui, je regardais pas à vrai dire 90 minutes, mais par séquence. Tu as pensé quoi? Je pensais que l'Olympique de Marseille a été laborieux, que le résultat final lui est plutôt favorable, puisque quand on considère que les Dijonais, vers la fin, ont quand même eu les occasions les plus nettes qu'ils pouvaient marquer, je me dis oui que l'OM est reparti de Bourgogne avec un point salvateur. Alors, je rappelle, il y avait quand même 4 absents, 4 titulaires. Donc, Payet suspendu, Camara suspendu, Alvaro, le défenseur blessé au péroné. Les blessures et les suspensions font partie du jeu. Ne pas les intégrer, je pense que c'est méconnaître un peu le football. Toutes les équipes, de toute façon, connaîtront cette infortune pendant la saison, due à des blessures précisément, due aussi à des suspensions. C'est, je pense, à chaque grand club, en tout cas vous considérez comme tel, de bien maîtriser ce type de circonstances. Ou alors à chaque club simplement, même s'il n'est pas un grand club, à faire en sorte que ces absences inévitables pendant une saison puissent passer inaperçues. Alors, on parlera après du staff et tout, notamment du coach. Toi qui as été président de l'OM, comment on recrute quand on a une espèce d'épée de Damoclès avec le fair play financier? C'est très difficile de recruter. Recruter déjà, pour moi, j'ai toujours défini le recrutement comme un exercice qui consiste à réduire au strict minimum la part d'erreur, la part d'improbabilité. C'est ça, recruter. Puisque à l'orée de chaque saison, chaque club pense avoir effectué le recrutement qui convient. Les uns pensent qu'avec le recrutement qu'ils ont effectué, ils ne vont pas descendre. D'autres vont penser qu'ils vont être européens. Et même certains peuvent, à un moment donné, rêver du titre. Donc recruter, c'est un tout petit peu, je dirais, faire en sorte qu'un rêve se concrétise. Donc quand effectivement, comme le cas de l'OM, on est pris par cette fameuse épée de Damoclès qui consiste le fair play financier, cela devient un peu plus difficile. On ne peut pas recruter comme on veut. Alors là, il faut essayer effectivement de chercher certains joueurs qui soient au niveau, je dirais, de la bourse, dont de sa propre bourse, et puis essayer de voir comment on peut se rapprocher des objectifs. Tu juges comment, toi, le mercato? Ça n'a pas été mauvais quand même. Alvaro, Benedetto, Rongier qui n'a pas joué hier. Tiens. Un recrutement, en tout cas un mercato, on le juge toujours à la fin. C'est comme pour le maçon, comme on le juge toujours au pied du mur. Je crois qu'en ce qui concerne le mercato, on peut en avoir une appréciation objective et valable qu'à la fin de la saison. On va reparler de l'équipe de cette année. On va parler de toi. Alors, Pape, tu es né donc à Abéché, au Tchad, en 1951. Donc, tu es un ancien journaliste sportif. Tu as été agent de joueur et président de l'OM de 2005 à 2009. Donc, tu es un passionné de football hein, depuis toujours. Et tu as organisé des jubilés de joueurs. Donc, tu as fait Sarr Boubacar, Eusebio. Et puis, c'est de là que t'es venue l'idée de devenir agent. Je ne sais pas si l'idée m'est venue ou si elle s'est imposée aux garçons avec lesquels j'étais. Ce sont eux qui ont entrepris la démarche de venir vers moi et de me demander de m'occuper de leurs affaires. J'ai hésité et il s'est trouvé précisément que pendant cette période-là, le dernier journal pour lequel j'avais travaillé, qui s'appelait Le Sport, qui paraissait à Paris mais qui était national. Lancé par Xavier Couture. Voilà, venait de s'arrêter. Donc oui, j'ai longtemps hésité puisque j'avais la possibilité d'aller dans d'autres journaux comme à Nice Matin, comme au Parisien, première version.
Et puis j'ai finalement répondu aux demandes pressantes dont j'étais l'objet de la part des joueurs, c'est-à-dire d'être un peu pas leur mentor, mais en tout cas celui qui était auprès d'eux et qui pouvait leur apporter des conseils. Alors ça, c'est à vie. Donc en fait, dans ton parcours, tu as été tes premiers joueurs sous contrat, donc il y a eu Basile Boli. Oui. Basile Boli, Joseph-Antoine Bell. Oui, tout à fait. Alors parle-nous un peu de ces deux joueurs. Je pense que l'un a permis à l'Olympique de Marseille de gagner la première et seule Champions League que la France a connue, c'est Basile Boli en 1993. Ce fameux coup de tête qu'il met sur un centre d'Abidi Pelé. Cela démontre, je pense, si besoin en était, qu'il est déjà dans l'histoire olympienne. Et l'autre, c'est Joseph-Antoine Bell, le premier gardien noir dans le championnat de France. Donc les deux, je dirais, ont marqué chacun à sa manière l'histoire, en tout cas, du football français et l'histoire de l'Olympique de Marseille. L'un était un très grand défenseur, Basile Boli, l'autre un très grand gardien. Donc oui, avoir commencé avec ces deux-là, ce n'est quand même pas non plus commencer avec les premiers venus. Alors, Joseph-Antoine Bell, moi ça m'intéresse. Donc, à la fin, ça s'est un peu mal fini avec Bernard Tapie, raconte-nous. Ça s'est mal fini parce qu'à l'époque, il faut quand même se souvenir, Tapie n'était pas commode. Et Joseph-Antoine Bell a aussi un caractère très fort, donc c'était la rencontre de deux caractères forts, c'était la rencontre, je dirais, de deux personnalités qui, à un moment donné, oui, se sont querellés, et même peut-être un peu plus. Joseph-Antoine Bell est parti à Bordeaux, où il a continué une carrière qui est restée toujours très brillante, et il a fini aussi à Saint-Étienne, donc il a été dans de très grands clubs. Et Toulon aussi, il est passé par Toulon. Aussi. Avant, bien avant. Avant de venir à l'Olympique de Marseille, il était d'abord à Toulon et c'est de Toulon qu'il est venu à l'Olympique de Marseille. Et de l'Olympique de Marseille, il est allé à Bordeaux et de Bordeaux à Saint-Étienne. C'est là qu'il y avait Gaëtan Huard qui est arrivé. Oui, c'est ça. Disons que entre Tapie et Bell, il y avait une incompréhension, comme un malentendu qui a gangréné un peu le rapport. Mais bon, je pense que chacun dans son domaine a été un grand Olympien. L'histoire retiendra sans doute les petites querelles qui les ont opposées, mais je crois qu'elle retiendra surtout que l'un en tant que dirigeant a été un très grand dirigeant et l'autre en tant que gardien a été aussi un grand gardien. Je me souviens d'un Bordeaux à l'Escure à l'époque, où Joseph-Antoine, en la saison 89-90, où Joseph-Antoine Bell a mis un grand coup de coude à Enzo Francescoli, tu dois peut-être t'en rappeler. Oui, mais c'était des incidents de jeu, c'était parce que Joseph-Antoine Bell, qui le connaît, sait pertinemment que c'est quand même pas non plus un voyou des terrains, ce n'est pas quelqu'un, je dirais, qui s'est imposé par la brutalité. Je pense simplement que c'était un fait de jeu, regrettable, malheureux, mais on ne peut quand même pas dire non plus que Joseph-Antoine Bell ait prémédité son coup pour faire mal à Francescoli. Sincèrement, je ne pense pas. Et puis c'était l'époque, on ne va pas s'en cacher, où au retour à Marseille, il avait reçu des bananes. On va pas le quitter, ça fait partie de l'histoire. Oui, c'est vrai que c'était déjà le début du racisme sur les terrains, parce que Antoine Bell avait, c'est vrai, reçu non seulement des bananes, mais aussi a été l'objet, je dirais, de plusieurs cris de singe. Mais au-delà de ça... C'est impensable, pas aujourd'hui à Marseille. À Marseille, ça existe peut-être un peu moins, mais ça existe toujours sur les terrains d'Europe. Vous savez, vous allez en Italie, je dirais, c'est un peu ce que Thuram précisément dénonçait dernièrement. On peut dénoncer cette forme de racisme qui existe sur les terrains et que Joseph-Antoine Bell, à l'époque déjà, avait subi. Mais ce n'est pas parce qu'il avait subi, je dirais, ces soubresauts d'ordre racial que Joseph-Antoine Bell, au match retour, a voulu se venger sur Francesco Lunon. C'était, comme je le dis, un fait de jeu. Maintenant, ça n'a pas empêché que, pour en revenir à un autre sujet, que le racisme, je dirais, est gangréné aujourd'hui complètement les terrains. À Marseille, certainement pas, mais ailleurs, oui, en Italie, dans les pays de l'Est. On a vu avec Lukaku à l'Inter de Milan, quand même, qui n'a pas été trop soutenu par son club. Oui, mais ça, c'est un problème qu'il sera difficile de résoudre de la manière dont on veut s'y prendre. Vouloir, au lendemain de ces cris ou de ces jets de singe, faire des éditos, se donner bonne conscience, c'est, me semble-t-il, assez dérisoire. Puisque ceux qui ont jeté des bananes ou ceux qui ont proféré des cris de singe
ce ne sont pas eux qui vont écouter la radio, la télévision ou qui vont lire les journaux ou se débattre, je dirais, certains éditorialistes. Ce qu'il conviendrait véritablement pour finir avec cette histoire, d'abord, c'est admettre que le racisme, ce n'est pas l'exclusive d'une race, c'est une connerie humaine, et libre d'être con qui veut. Le blanc, le noir, le jaune. Ce n'est pas parce qu'un blanc ne va pas être raciste que je le trouverai bien. Il peut ne pas être raciste et être un imbécile. Bon, donc on passe de ce point de vue. Mais pour enrayer quand même ce type de manœuvre aujourd'hui, ce type d'action sur les terrains, cela relève d'abord des institutions. Quand nous, on avait été l'objet de telles actions dans un pays de l'Est, quand j'étais président de l'Olympique de Marseille, et qu'au lendemain de ces faits, le club recevant a reçu 25 ou 30 000 francs de la part de l'UEFA comme punition, c'est vrai que cela m'a donné envie de rire. Mais comme ça qu'on va combattre. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va combattre ce fléau. Mais si les institutions veulent véritablement enrayer ce fléau, mais elles n'ont qu'à prendre le taureau par les cornes. Si un club aujourd'hui est l'objet d'une sanction de 2 millions d'euros ou 2,5 millions d'euros, croyez-moi que ce club-là va faire la police sur son terrain. En gros, il faut taper là où ça fait mal. Évidemment qu'il faut taper là où il faut faire mal. Très fort, très très fort. Et je suis convaincu que si les clubs, si les institutions tapent de cette manière-là, elles vont vite enrayer ce fléau. Ou alors, il revient aux joueurs noirs aussi, puisqu'il s'agit souvent des joueurs noirs, d'arrêter d'avoir ce complexe de persécution. Est-ce qu'ils doivent quitter le terrain? Mais non, pas du tout. Pourquoi quitter? Quitter, c'est donner raison à ceux qui profèrent ces cris-là. Mais moi, quand un jour on m'a dit « sale noir, rentre chez toi », j'ai eu envie de dire, j'ai même dit à la personne « laisse-moi encore un peu le temps de t'emmerder chez toi ». Je n'ai pas eu envie, je veux dire, de me fâcher ou de lui crier dessus. Si quelqu'un crie sur les joueurs noirs et que les joueurs noirs quittent le terrain, c'est qu'il donne raison à ceux qui crient. Il faut qu'il trouve des solutions, précisément, mais pour répondre à ça. Alors, tu dois certainement t'en souvenir, il y avait Daniel Alves, quand il jouait à Barcelone, il avait reçu une banane, et il avait pris la banane, il l'avait ouverte, il l'avait mangée. Oui, Est-ce que ça, c'est une bonne façon? C'est une réaction, c'est sans doute une réaction. Mais bon, elle est très, je dirais, éphémère, elle n'est pas généralisée. Il faut que les Noirs, aujourd'hui en France, parce qu'on constitue effectivement une minorité, montrent simplement que ces cris-là ne les touchent pas. Parce que montrer que ces cris-là vous touchent, c'est encourager ceux qui les profèrent demain à recommencer, d'un, et de deux, c'est montrer, c'est souffrir d'un certain complexe de persécution. Moi, je ne souffre pas de complexe de persécution. Alors, justement, Pape, tu as été, tu es à ce jour le premier et le seul président d'un grand club européen, Black. Je ne dirais pas Black, parce que je ne dirais pas White en parlant d'un blanc. Non, mais symboliquement, c'est... Bon, on dit souvent Black, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi c'est vrai, oui, je suis le seul président noir. Je suis le premier. J'ai été le seul pendant que j'ai exercé cette fonction. Et à mon départ, je reste toujours le seul. C'est ce que j'ai appelé une anomalie, puisque quand on considère que dans le football, il y a plus de 40% de noirs et qu'on ne les trouve nulle part après leur carrière, je trouve que c'est une anomalie. On ne les trouve pas comme entraîneurs, à des exceptions près. On ne les trouve pas comme dirigeants de club. On ne les trouve pas dans les instances dirigeantes. Il y a là comme une anomalie. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Alors, oui, on me rétorque, oui, est-ce qu'ils font tout pour essayer d'intégrer ces instances? Écoutez, je peux vous dire en tout état de cause que oui, ils ont essayé, mais c'est à l'image de la société française. Une société qui rejette, une société qui fait des tris, une société qui ne compte absolument ni noir ni arabe à la tête de ces sociétés CAC 40. Prenez les sociétés du CAC 40, il n'y a pas un noir ou un arabe qui soit à la tête de cela. Prenez un corps important de l'armée française, il n'y a pas un noir ou un arabe qui soit à la tête de ce corps-là. Il n'y en a pas. Les ministères régaliens, il n'y en a pas non plus. De temps en temps, il y a un peu de saupoudrage, un peu de dati, peut-être un peu de ramayade par-ci, par-là, mais il n'y a rien, je dirais, de fondamental. Il y a un noir qui s'appelle Cham, qui était à Paris
dans les sociétés du CAC 40, il n'a jamais été au mieux qu'un troisième ou un quatrième. Il lui a fallu aller en Angleterre pour être le premier de la première société d'assurance du monde et aujourd'hui aller en Suisse pour être le deuxième banquier suisse. Quand on considère l'industrie bancaire en Suisse et qu'il en soit le deuxième derrière le numéro 1, ça montre véritablement que la France est largement en retard, est larguée. Le racisme, en tout cas, ça reste un gros problème. Même en 2019, on en parle encore. Donc, en 2004, Pape, tu rejoins l'OM d'abord comme manager général. Donc, tu étais chargé des affaires sportives. Puis, après le départ de Christophe Boucher, donc, tu es nommé président du directoire de l'Olympique de Marseille par le conseil de surveillance. Où il y avait Vivian Corzani et Philippe Meurice pour les finances. Puis en 2005, tu deviens président de l'OM sous l'influence de Robert Louis Dreyfus. Alors, Dreyfus, on a souvent dit, il a mis beaucoup d'argent dans le club, mais il n'a jamais été vraiment apprécié, aimé par le... On se souvient des chants qu'il y a eu. Bon. Oui, il y a eu... Comment tu l'expliques? Il y a eu, me semble-t-il, une méprise en ce qui le concerne. Moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui était aussi passionné de football que Robert Louis Dreyfus. C'était un vrai passionné, d'abord qui a mis effectivement beaucoup d'argent, mais qui n'était heureux finalement que sur un terrain de football et qui connaissait le football aussi. Il avait peut-être contre lui cette forme d'inconstance qui faisait dire aux uns et aux autres qu'il suffit de parler en dernier pour que Robert Louis Dreyfus vous écoute. Contrairement à sa femme, qui elle était peut-être d'une très grande constance. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai eu souvent à échanger avec Robert Louis Dreyfus. Nous avons souvent eu à parler de football et croyez-moi que ce n'était pas, je dirais, avec un profane que je parlais, c'était avec un véritable initié, quelqu'un qui connaissait, quelqu'un qui s'y intéressait surtout. Et Louis Dreyfus, que j'ai eu l'occasion de voir dans ses bureaux, que ce soit à Paris ou à Genève, à chaque fois, je dirais, nos discussions tournaient autour du ballon, parce que c'est ça qui l'intéressait et c'est ça qui le passionnait. Et il n'était heureux que quand il parlait football. J'ai été avec lui assister à la Coupe du Monde 2006 qui s'est déroulée en Allemagne. On prenait son avion quasiment tous les jours, on s'y rendait. On a ainsi été dans toutes les grandes villes allemandes. Je voyais pratiquement un enfant devant ses jouets. Un enfant, je dirais, devant ses jouets de Noël. Il n'était heureux que parce qu'il y avait le football, que parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Mais finalement, quand on se souvient de certains choix qu'il a pu faire et qui ont dû l'OM au bas-fond de la Ligue 1, on se souvient qu'une année, on a même failli descendre, je crois que c'est à la différence de but qu'on n'est pas descendu. Finalement, mis à part toi, il ne s'est pas bien entouré. Mais il ne s'est pas bien entouré. Je ne sais pas s'il s'est bien entouré ou pas, mais il a quand même pris des hommes du football, il a pris des hommes du milieu. C'était peut-être plus vers eux que s'adresseraient aujourd'hui ces reproches-là que vers lui. Il n'était pas l'homme opérationnel, ce n'était pas lui qui était là au jour le jour. À partir du moment, je dirais, où il a fait confiance à des personnes, il a confié la gestion du club à certaines personnes, c'était à ces personnes-là de mener les choses dans les règles, ce qui n'a pas été fait, ce qu'il a même conduit lui-même devant les juges et le prétoire, ce qui, à mon sens, était véritablement un comble. Deuxième partie de Parlons Ballon avec mon premier invité, Pape Diouf. Alors Pape, donc en 2006, ça tous les supporters de l'OM s'en souviennent, tu alignes une équipe bis contre le Paris Saint-Germain et l'équipe fait 0-0. Alors, raconte-nous. C'était, à mon sens, incontournable. C'est que, pour raconter l'histoire, en règle générale, entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, c'était un échange de 1000 supporters. Mais en réalité, ça ne répondait pas tout à fait au règlement qui, lui, permettait à chaque club d'avoir les 5%. Et ce jour-là, avant ce match-là, nos supporters ne voulaient plus 1000 places, mais 2000, comme le règlement leur permettait. Et Paris ne voulait pas, voulant en rester à cette pratique des 1000. À partir de ce moment-là, problème entre les deux clubs. Un problème que j'ai essayé de résoudre avec Julien Fournier à l'époque, qui était mon collaborateur le plus proche, mais que Paris n'entendait pas du tout résoudre en réalité. Et nos supporters étaient survoltés, ils voulaient leurs 2000 places. Et dans une réunion avec eux, je leur avais dit effectivement que je prenais l'engagement, en tout cas, que si on ne recevait pas les 2000 places, on ne
on n'enverrait pas l'équipe de l'Olympique de Marseille à Paris. Et puis après réflexion, je me suis aperçu que ne pas envoyer l'équipe à Paris, c'était s'exposer véritablement. C'était exposer le club, je dirais, quasiment à une situation très très difficile. Parce que, Paris pouvait parler d'une organisation déjà faite et qui avait induit beaucoup de dépenses. Canal+ nous aurait attaqué, la Ligue nous aurait attaqué. Alors là, j'étais... Ils n'étaient pas très contents. Hein, c'est vrai que j'étais un peu dans la quadrature du cercle. Je ne savais plus trop comment m'en sortir parce que amener l'équipe à Paris, c'était aussi me dédire devant les supporters auxquels j'avais promis de toute façon que l'équipe ne partirait pas. Et puis dans une discussion informelle un soir, José Anigo a incidemment parlé des minots, qu'il fallait peut-être pour ces Parisiens-là leur envoyer les minots, mais il l'a dit de manière très informelle. Surtout que c'est un ancien minot, lui aussi. Ouais. Et j'ai pris l'affaire au bon. Et j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi que le lendemain, on se verrait pour discuter. Et le lendemain, j'ai pris la décision, donc, après avoir réuni les supporters, je leur ai dit que je leur avais promis que l'équipe n'irait pas à Paris, qu'elle ne partirait pas à Paris, l'équipe qu'ils avaient l'habitude d'accompagner en France et à l'étranger, mais qu'en l'occurrence, pour ne pas subir les foudres de la Ligue et de Canal+, j'enverrai une équipe amoindrie, en l'occurrence l'équipe des Minots. Je me souviens, il y avait, je crois qu'il y avait Barthez et Sibeli, le reste... Non, il n'y avait pas Barthez. Non, il n'y avait pas Barthez. Non, c'était le gardien pas Trévisan. qui a été après à Bordeaux. Carasso. Carasso, il y avait Sibeli. Ouais, le reste c'était les Minots. C'était eux. Et puis le reste, c'était des jeunes. Et vous faites 0-0. On fait 0-0. Mais en vérité, c'est vrai que le score était très flatteur. Mais pour moi, avant le match, j'avais simplement énoncé un principe. J'avais dit que c'était par principe que je n'envoyais pas l'équipe première parce qu'il existait aussi un danger que les supporters de Paris nous agressent. Et j'ai dit que le principe doit toujours avoir une contrepartie. Qu'un principe qui n'a pas de contrepartie, c'est un préjugé. Et j'avais donc dit que notre contrepartie, la contrepartie que je prévoyais, c'était peut-être de prendre la valise à Paris et c'est d'être l'objet de tous les colibés dans la presse. Ça n'a pas manqué. Mais on est quand même parti de Paris avec le 0-0, alors, ce qui a été, je dirais, un résultat... Ce jour-là, tu fais un grand coup en tant que président, parce que déjà, moi je me souviens, à la fin, les joueurs de l'OM se faisaient applaudir, les Parisiens se sont fait siffler, et finalement, tu es sorti le grand gagnant de cette histoire. Hein. Tu as fait... Mais, à vrai dire, vous savez, vous ne dites... merde à votre patron par principe que si vous savez qu'il peut aussi vous mettre dehors. Quand vous dites à votre patron merde, vous savez pertinemment qu'il peut vous mettre dehors. C'est ça la contrepartie d'un principe. Donc, moi, en envoyant cette équipe-là à Paris, il y avait une contrepartie. C'était aussi que je prenne, je dirais, la valise. Ça si tu prends la valise, on va rien te dire. De toute façon, c'était la contrepartie que j'étais prêt à subir. Je n'ai pas eu à déplorer cela. Oui, après, ça a été un coup formidable pour nous, peut-être, mais en réalité, je ne l'avais pas fait, disons, pour réussir un coup. Je l'avais fait pour répondre à un principe. Et ce jour-là, on peut dire que tu es rentré, tu étais déjà dans le cœur des supporters, parce que là, c'était quand même... Cette équipe-là, elle a fait mieux que beaucoup d'équipes qui étaient l'équipe 1. Oui, parce que c'est devant une équipe parisienne au complet que nous avons joué. À l'époque, il y avait encore Paoletta qui jouait à Paris. Mais avec le recul, je peux dire quand même que c'est le match le plus long de mon existence. Je pensais qu'il ne se terminerait jamais et qu'à un moment donné, les Parisiens nous en planteraient un. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, chapeau, parce que moi je me souviens en tant que supporter de l'OM, c'était vraiment un gros coup. Alors, on va parler d'un joueur qui a, en une saison, lui aussi mis les supporters dans sa poche, mais qui a laissé un goût amer, c'est Didier Drogba, que tu connais très bien. Un goût amer, je ne sais pas s'il a laissé un goût amer. Le fait de ne pas revenir... Un goût de revenez-y, hein, je pense, plutôt qu'un goût amer, parce que Didier Drogba a été, c'est vrai, pendant une saison, quelqu'un qui a éclaboussé de son talent le championnat de France et qui a évidemment, partant de là, séduit les spectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est venu, c'est moi qui l'avais amené à l'Olympique de Marseille, quand il est venu la première année, ce n'était pas lui la recrue numéro 1.
C'était l'Égyptien Mido. Ouais. Et ce n'est que au cours de la saison qu'il est devenu celui qu'il est devenu. Mais il a été très fort, Didier, et il n'a pas pu laisser indifférent, je dirais, les grands clubs européens. C'est pourquoi Chelsea est venu. À l'époque, il ne faut quand même pas oublier qu'il avait été acheté à plus de 30 millions d'euros, ce qui était considérable pour l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense aux 220 millions que Paris a déboursés pour Neymar, bon, les 30 millions paraissent être je dirais, des cacahuètes, mais en réalité, à l'époque, c'était énorme. Mais tu as eu du nez, pas parce que tu allais le chercher à Guingamp, et je me souviens que tu l'as Mais avant piqué Guingamp, à Jean-Michel Aulas, dont oui. on va parler tout à l'heure, qui avait pris Malouda. Oui, mais avant ça, avant même Guingamp, nous, on l'avait suivi avec des collaborateurs de l'époque. Il était au quand Mans. il était au Mans. Au Mans, ouais. C'est au Mans qu'il a été après à Guingamp. Et d'ailleurs, je me souviens avoir donné ce conseil à Ali Bouafia, qui a été olympien, qui me demandait à l'époque un joueur, si je n'avais pas un joueur d'appoint, et je lui avais signalé le nom de Didier Drogba. Et c'est ainsi que Didier est resté là-bas 1 an et demi, une première année plus ou moins, je dirais, en apprentissage, et une deuxième année, avec Malouda, il a constitué un couple comme peut-être jamais le football français n'en a eu. Oui, mais après, le retour me paraissait très impossible. D'abord parce que financièrement, Didier Drogba était au plus haut cara. Je ne vois pas comment l'homme aurait pu répondre à ce qui furent ces émoluments. Et puis, vous savez, les retours, hein, moi je suis toujours assez circonspect quand il s'agit de revenir. Parce que les gens l'auraient attendu un grand Didier Drogba, le Didier Drogba, le meilleur Didier Drogba. Or, on n'est quand même pas toujours à son meilleur niveau. En fait, ce que les supporters ont souvent reproché, c'était justement de faire espérer son retour. C'est pas lui, c'est les dirigeants qui Oui, faisaient espérer. bien sûr. Et puis à la fin, ils auraient aimé justement C'est les dirigeants qui faisaient croire que Didier Drogba allait revenir. Mais c'est pas lui, il n'a jamais parlé. pour gonfler les abonnements. Et Voilà, mais lui, il n'a jamais rien dit. Et vous savez, j'ai eu un jour à dire quelque chose qui paraissait assez grossier d'ailleurs, mais enfin, si vous me permettez, je peux le dire. Je disais que si vous prenez Jean-Pierre Papin, il est resté 5 ou 6 années à Marseille. Et à chaque fois, il était le meilleur buteur. C'est comme la femme avec qui on vit pendant 5-6 ans et qui a été pendant 5 ou 6 ans exemplaire, à tout point de vue. Quand on se sépare, bon, ça fait partie des choses de la vie. Mais quand on connaît quelqu'un pendant un seul week-end, un beau week-end, et que cette personne disparaît subitement, on continue de la chercher pendant toute une vie. C'est ce qui s'est passé un peu avec Didier Drogba. Ah, c'est pas mal ça. C'est du pape ouf. Alors, on va parler de ton meilleur ennemi, entre guillemets, Jean-Michel Aulas. Alors, nous, on se régalait quand même parce que toi, tu as du répondant, il y en a aussi. Est-ce que c'est un grand président, Jean-Michel Aulas? Et moi, je pense que c'est sans doute un des plus grands présidents du championnat. Jean-Michel Aulas, la preuve, c'est qu'il a su à chaque fois que l'Olympique de Marseille tombait, il a su venir, avoir les mots qu'il fallait, adopter les attitudes qui convenaient pour faire repartir son club. Là, le club semble être un peu dans le dur, même si c'est lui qui a amené Juninho et le nouvel entraîneur. Mais il faut voir un peu les choses, comment ça va se passer. Moi, je pense que Jean-Michel Aulas est un grand président, parce que Jean-Michel Aulas, c'est vrai qu'il s'est taquiné, il s'est envoyé ses mots, mais il sait recevoir aussi. Et il accepte de recevoir. Il a voulu te prendre Ribéry, mais c'est toi qui as gagné le bras de fer. Hein. J'avais dit non, que Ribéry ne partirait pas, parce qu'à l'époque, Jean-Michel Aulas faisait partie de l'entourage de l'équipe de France, c'était en 2006. Il avait tout tenté pour faire partir Ribéry de Marseille. Ribéry était prêt à partir. Il allait partir, ouais. Et j'avais pris la décision simplement qu'un jour on me posait une question en me demandant est-ce qu'on pouvait empêcher un joueur de quitter un club quand il le voulait. J'avais dit certainement pas, mais est-ce qu'on pouvait aussi obliger un club à vendre quand il ne veut pas? Voilà. Je crois que tu avais répondu même à une boutade, tu avais dit oui, parce que lui il annonçait déjà Lyonnais, il disait, et tu avais dit si nous donne, je crois que tu avais dit Juninho, peut-être 3-4 joueurs lyonnais indétrônables. Peut-être, oui, c'est possible. C'était une façon de... C'est possible, oui, une manière de dire que ce n'était pas possible, quoi, en réalité, voilà. Alors,
On va parler maintenant de Jacques-Henri Hérault, de Franck McCourt et d'Andoni Zubizarreta. Alors, je n'ai jamais été trop tendre avec eux. Comment tu juges, depuis qu'ils ont pris l'Olympique de Marseille, leur parcours avec... Je sais que tu as souvent dit que la finale, bon, c'était un peu de la chance et tout. Vous savez, c'est pas que j'ai voulu être dur ou pas dur avec eux. Moi, quand j'étais président, je me souviens parfois que je prenais des décisions que j'adossais à des éléments qui n'étaient pas connus du public. Et pourtant, parfois, j'étais l'objet de critiques, parfois injustes, parfois un peu d'interprétation. Donc, je m'interdirais aujourd'hui, je dirais, d'apporter des critiques que rien ne justifie à l'encontre de ces hommes. Je ne peux agir et ne parler qu'en tant que supporter. La première chose que j'ai eu à dire, c'est vrai que je l'avais dit, c'était de dire que je n'aurais pas pris Zubizarreta. J'avais étonné, c'était devant des confrères, donc sur un plateau de télévision. J'avais dit que Zubizarreta avait l'habitude du chéquier de Barcelone et qu'avec ce chéquier, il prenait et nouait les relations avec les plus grands joueurs. Qu'avec les grands joueurs d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie ou ailleurs. Car l'Olympique de Marseille, on n'avait malheureusement pas ce chéquier, que j'avais besoin d'un directeur sportif qui irait en 4e division, qui irait en 3e division, qui irait en 2e division. Pas le petit Tarek Miranda, pour me chercher des Valbuena, pour me chercher des Caboret, pour me chercher des Taïwo. C'est de ça dont j'avais besoin. Et à l'époque, je me souviens, José Anigo avait très bien fait ça. Zubizarreta, c'est pas sur lui que j'aurais pu compter pour aller me chercher un Valbuena. Parce qu'il n'avait pas l'habitude. Peut-être que Zubizarreta, à Paris, il aurait fait un excellent directeur sportif. Mais en tout cas, à Marseille, je veux dire, je ne pense pas qu'il était à sa place. Ça, c'est la première chose. Bon. Mais le rôle de Zubizarreta, oui. Quand on se dit grand monsieur, grand d'Espagne, oui. Voilà, on se dit, il va nous dénicher des pépites. Il les dénichait où? Est-ce qu'au Barcelone, il dénichait des pépites? Mais justement, le petit Miranda, par exemple. Non, mais ce n'est pas sur un joueur qu'on va parler, il faut parler de manière générale. Même le petit Miranda, même s'il avait amené le petit Miranda, le seul petit Miranda aurait justifié son enrôlement. Il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux. Il a été à Barcelone, ça a été un grand directeur sportif peut-être là-bas. Peut-être qu'il aurait été un très grand directeur sportif à Paris. Mais à Marseille, ce n'est pas de ça dont on a besoin. À Marseille, on a besoin d'un directeur sportif capable d'aller chercher un joueur en 4e division, en 3e division et de me l'amener. Est-ce qu'il n'a pas été court-circuité par Garcia? Mais ce n'est pas une question de court-circuité. S'il s'est laissé court-circuiter lui, donc on ne peut pas reprocher à Garcia de l'avoir court-circuité. Lorsque j'étais président de l'Olympique de Marseille, il n'y avait pas un entraîneur, il n'y avait pas je dirais un dirigeant qui pouvait me court-circuiter. Nous faisions un recrutement de club. Il y avait un comité de recrutement que je présidais, certes, mais il y avait avec moi l'entraîneur, son adjoint, le directeur sportif, et il y avait Julien Fournier qui était le secrétaire général du club. Il fallait que tous nous soyons d'accord pour enrôler quelqu'un. Mais la décision finale, c'est toi qui l'avais quand même. Mais la décision finale, je l'avais dans la mesure où je voulais savoir si ce qu'on me demandait était faisable ou pas. Mais l'entraîneur, je n'allais pas aller contre lui. Mais il ne fallait pas non plus qu'il nous fasse comme peut-être Garcia a fait. Moi, je veux ces joueurs-là. Parce qu'un entraîneur qui choisit les joueurs, le jour où il partira, l'entraîneur qui va lui succéder peut demander aussi 5 ou 6 autres joueurs. Villas-Boas, tu l'aurais pris, toi? Vous savez, moi, un entraîneur, je n'ai jamais pensé qu'un entraîneur pouvait être un gourou, qu'un entraîneur pouvait, à lui tout seul, changer la donne absolue d'un club. Certes, ici à Marseille, il y a eu des entraîneurs qui ont été marquants. Mais un entraîneur, c'est d'abord l'homme d'une situation. Tu n'aimais pas trop la Bielsa mania, toi, je me souviens. Non, parce que Bielsa, on a vu qu'il n'a pas permis quand même à l'Olympique de Marseille d'être européen. On l'a vu, ça. Bon, peut-être que les premiers matchs, oui, ça a été un peu flamboyant, mais par la suite, on n'a quand même pas vu non plus l'Olympique de Marseille regagner, je dirais, le concert européen. Lorsque j'ai pris, moi, Guéretz, certes, il y a eu une sorte de Guéretz mania qui a déferlé sur la ville, mais l'homme confirmé. Et il ne s'est jamais imposé en tant que Guéretz, il s'est imposé dans un contexte. Il était avec nous. Souvenez-vous, pourquoi moi, les entraîneurs, je me méfie toujours. Un club doit marcher si 3 entités fonctionnent convenablement. Quand la direction est comme elle doit être.
quand les entraîneurs sont à leur place et avec leurs compétences, et quand les joueurs sont impliqués. Une seule de ces trois entités ne marche pas, l'équipe ne marche pas. Souvenez-vous d'Auxerre. Giroud a gagné championnat et coupe avec Auxerre. C'est le seul au monde qui pouvait faire ça. Il est parti de la DH quand même. Non mais je dis, tant qu'il n'a pas quitté, Auxerre était en tout cas un bastion fort du football français. Quand il a quitté Auxerre pour aller à Lens, Lens est descendu en deuxième division. Ça montre simplement que le rôle d'un entraîneur, il ne faut pas non plus, je dirais, le magnifier. Un entraîneur peut être très bien quand il est dans un bon club, quand il a de bons dirigeants, quand il a de bons joueurs. Pape, on va m'en vouloir si je ne te pose pas cette question. Est-ce que le retour de Pape Diouf à l'OM, c'est envisagé? C'est pas prévu. C'est pas prévu, c'est pas envisagé. J'ai fait mon temps, évidemment. Au jour d'aujourd'hui, je suis redevenu un supporter de base, comme beaucoup. J'ai parfois un rictus de mécontentement quand l'équipe ne marche pas bien. Et d'autres fois, j'ai le sourire quand ça marche mieux. Voilà. Alors, on va parler un peu politique. Oui. Combien de... Ça sera coupé. Ça sera coupé. Combien de temps tu peux... Non, mais là, j'ai 5 minutes encore peut-être. Allez, ok. D'accord. Alors, donc aux dernières élections municipales, donc tu t'es présenté avec Changer la donne. Comment tu juges aujourd'hui la situation politique à Marseille avec la le politique, maire qui se retire? Il y a une sorte d'embrouillamini politique aujourd'hui à Marseille. C'est vraiment la bouteille à l'encre avec le départ annoncé de Gaudin. Effectivement, il va y avoir un trop-plein. C'est De Gaulle qui parlait de trop-plein à son départ. Il disait qu'à mon départ, il y aura plutôt un trop-plein aujourd'hui. Je pense qu'à Marseille, il va y avoir aussi un trop-plein après le départ de Gaudin. Il est très difficile pour le moment d'envisager les choses et de dire tel homme politique ou telle femme politique a plus de chances que d'autres. Je pense que la donne, on verra ce qu'elle va être d'ici quelques mois. Aujourd'hui, ça fait un peu tôt, mais il est évident, je dirais, qu'une surprise n'est pas écartée. Il y a un danger, Front National, un Rassemblement National maintenant? Écoutez, le Front National n'a pas seulement exprimé une forme de danger à Marseille, mais partout en France. On le voit aujourd'hui, on voit que ce Front National grossit, ce Front National, je dirais, a liquéfié les partis traditionnels qui n'ont pas su, je dirais, remplir leur rôle. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique français, les grands partis d'antan n'existent plus. Et ce n'est pas par hasard si un homme comme Macron a su damer le pion à tout le monde pour être président de la République. C'est justement parce qu'il a su surfer sur cette, je dirais, sur ce désert politique et qui s'exprime aujourd'hui encore. On le voit, il n'y a pas un seul parti d'antan traditionnel qui soit fort ou qui soit costaud. Ni, je dirais, les Républicains, ni le Parti Socialiste, ni le Parti Communiste. Il n'y a absolument pas un seul parti aujourd'hui qui soit structuré, qui puisse, je dirais, se fortifier en fonction de son poids, hormis, effectivement, le Rassemblement National. Et un Pape Diouf, maire de Marseille, c'est envisageable? Le Obama marseillais? Je ne sais pas. Moi, vous savez, la politique ne m'intéresse pas en tant que phénomène politicien. Moi, la politique m'a toujours passionné en tant que sociologie. La politique m'intéresse beaucoup en tant que science politique et non pas en tant que phénomène politicien. Donc, penser que demain je peux être à la tête de la mairie, je ne le pense pas pour moi-même. Alors, si les autres le pensent pour moi, ils sont libres aussi, c'est très gentil. Alors, avant de finir cette émission, on va avoir une pensée pour Bernard Tapie, que tu connais très bien, puisque tu l'as connu, tu étais journaliste, puis agent. Il n'y a pas des rapports très bons au début, et puis une grande amitié entre vous. Oui, parce que Bernard Tapie reste malgré tout le seul dirigeant qui était capable de remporter la Champions League en France. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup aimé chez cet homme sa formidable capacité d'adaptation. C'est quelqu'un qui, en venant au football, avait dit, souvenez-vous, je ne rentrerai pas de football si je ne viens pas avec Michel Hidalgo. Il est venu avec Hidalgo, mais il l'a tout de suite mis en voie de garage. Il a décidé lui-même, il a géré lui-même, et il a démontré précisément que connaître un milieu, c'est d'abord avoir une grande capacité d'adaptation. Ce qu'il avait fait dans le cyclisme déjà avec Inon. Donc c'est ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille, et il avait réussi des résultats remarquables.
Et on a une pensée pour lui, parce qu'on le sait. Une pensée pour lui, effectivement. Pour la maladie. Pape, merci beaucoup. Avec plaisir. Un honneur, tu as été notre premier invité à Parlons Ballon. Et écoute, on te voit bientôt. Bien sûr, avec plaisir. À bientôt, Pape. Merci. Ok, à bientôt. Boom, boom, boom.